Il est 8h33, 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Gérard Haro. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur de France, vous l'avez été aux États-Unis, en Israël, auprès de l'ONU. Vous publiez Histoire diplomatique, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui. Et la raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre ce matin, c'est pour entendre vos explications, votre grille de lecture du monde d'aujourd'hui. On vit à nouveau avec l'inquiétude, la menace. Vous avez eu cette expression au début de la guerre en Ukraine. L'Europe doit se réhabituer à vivre une tragédie et non un drame bourgeois. Emmanuel Macron a dit mardi soir, nous sommes en guerre. Est-ce qu'on l'est vraiment ? Non, Dieu merci. Je pense que l'expression du président, c'était pour souligner que les tensions autour de la France, mais nous ne sommes pas officiellement en guerre. Non, je crois que ce aussi le message que le président de la République voulait transmettre, c'est que nous connaissons un changement d'air. Nous avions connu la guerre froide, où nous étions contrôlés, si j'ose dire, par les deux superpuissances. Ensuite, il y a eu le grand moment du triomphe occidental, après la chute de l'Union soviétique. Eh bien voilà, c'est fini. Le gendarme américain est fatigué et rentre chez lui. Et puis, les puissances ont émergé, la Chine, la Russie et puis d'autres. L'Occident, désormais, est moins puissant. Nous sommes dans un monde multipolaire. Il n'y a plus de superpuissance, il n'y a plus de gendarmes du monde. Et toutes ces puissances, elles défendent leurs intérêts. Il n'y a plus de gendarmes du monde. Il y a des pays qui se réarment. On va y revenir dans un instant. Mais vous dites, Dieu merci, nous ne sommes pas en guerre. Pourrions-nous l'être ? C'est-à-dire, ma question c'est, qu'est-ce qui pourrait être l'étincelle qui ferait qu'on basculerait non plus dans une guerre du gaz ou dans une guerre économique ou dans une guerre à nos frontières, mais qu'on basculerait dans une guerre active ? C'est-à-dire, je crois que ce dont nous devons être conscients, c'est que la guerre est de retour comme un instrument de politique étrangère. Alors il est curieux que les Européens l'ont oublié parce que nous sommes le continent des guerres. Jusqu'en 1939, nous avons connu de nombreuses guerres. Eh bien, nous pensons que la guerre est impensable, si j'ose dire. Après tout, dès qu'il y a un contentieux, un différend en Europe, on va dans un corridor de Bruxelles et on règle ça par la négociation. Eh bien, Poutine nous a rappelé que la guerre fait partie des instruments de politique étrangère. Alors, la guerre, sans doute pas avec la Russie, mais imaginez demain, par exemple, que la Turquie, qui ne cesse de menacer la Grèce et Chypre, que la Turquie mette à exécution ses menaces de violer la zone économique de la Grèce. Que ferions-nous, puisque nous sommes un allié de la Grèce ? Le président de la Turquie, Erdogan, a dit hier, les pays occidentaux font de la provocation vis-à-vis de la Russie. Oui, c'est ce monde multipolaire. Assez curieusement, Jacques Chirac appelait à la création d'un monde multipolaire, sans doute parce qu'il trouvait la tutelle américaine trop lourde. Eh bien voilà, bienvenue dans ce monde où il n'y a plus de tuteurs américains et donc où nous n'avons que des grands fauves. Le monde est une jungle avec des grands fauves et donc il faut des carnivores, il faut que nous ne soyons pas des herbivores. Voilà, ne soyons pas naïfs, c'est aussi ce à quoi vous nous appelez ce matin. Le ministre de la Défense hier a demandé aux entreprises de l'armement d'accélérer dans la production d'armes. On n'est pas en guerre, a-t-il précisé. Alors là encore, on n'est pas tout à fait sur les mêmes registres. On n'est pas en guerre, mais malheureusement, il faut s'y préparer. Je crois qu'il faut s'y préparer, mais vous savez, il faut s'y préparer justement pour ne pas avoir à y recourir. Il faut avoir un gros bâton dans le dos, mais surtout pour éviter la guerre. Il dit l'économie de guerre, c'est se préparer à ne pas subir. Et voilà, il ne faut pas subir, il faut pouvoir dire aux méchants, il faut pouvoir dire à ces puissances émergentes qui sont prêtes à utiliser la force, nous aussi nous pouvons le faire, afin de ne pas avoir à le faire, pour dissuader l'adversaire, et ensuite il faut surtout faire appel aux diplomates, il faut négocier et il faut savoir que négocier c'est le compromis et il faut savoir que négocier c'est négocier avec le diable. Je rappelle d'ailleurs que vous avez été directeur des affaires stratégiques du ministère des Affaires étrangères. C'est tout ce qui relève justement de la sécurité nucléaire. Il y a aussi cette question-là et cette menace-là. On va parler du gaz dans un instant, mais d'abord de l'électricité avec la centrale nucléaire de Zaporijjia et ces inquiétudes de l'AIEA qui dit la situation n'est pas tenable telle qu'elle. Est-ce que vous imaginiez, diplomate, que la guerre, elle pourrait se déplacer sur ce terrain-là ? C'est-à-dire qu'on puisse se retrouver avec des centrales nucléaires qui deviennent des véritables armes ? En réalité, le problème de la guerre, c'est que dès la première heure d'une guerre, tous les plans de guerre que vous avez élaborés, qui sont très sophistiqués, sont déjà obsolètes. La guerre, c'est l'imprévu, la guerre, c'est l'accident, la guerre, c'est dangereux, c'est sale, c'est du sang, il n'y a rien de romantique dans la guerre. Et là, une guerre autour de la plus importante centrale nucléaire du monde, eh bien là,
on peut se poser des questions. Et ce qui est grave aussi, c'est qu'il ne faut pas penser que tout est décidé depuis le Kremlin ou tout est décidé depuis le bureau de M. Zelensky. Il y a aussi les acteurs locaux. Il y a aussi le fait que personne ne veut perdre la face, que les informations ne circulent pas bien. Donc oui, un accident est possible autour de la centrale de Zaporijie. Et c'est pour cela que ce que fait les Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne, est important. Mais peut-être que c'est là que appeler Poutine de la part du président de la République, ou d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, hein, c'est le président de la République qui a obtenu qu'une mission de l'AIEA aille dans la centrale nucléaire. Il faut continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine. C'est-à-dire vous, diplomate, vous continuez à dire il faut faire de la diplomatie. Mais oui, quand j'entends le Premier ministre polonais dire Poutine c'est Hitler, c'est absolument absurde, parce que dire c'est Hitler, ça veut dire qu'on ne peut pas négocier avec le diable. Donc j'ai envie de dire à nos amis polonais, allez au Kremlin, et dans les ruines du Kremlin, obtenez que Poutine se suicide. Eh bien non, on négociera avec Poutine. S'il y a la paix, et c'est un grand si d'ailleurs, eh bien ce sera le résultat d'une négociation avec l'ennemi. Pendant ce temps-là, il veut passer aussi par la politique, Vladimir Poutine, par la politique sur place, puisqu'il propose un référendum d'annexion des territoires ukrainiens le 4 novembre. Est-ce que c'est une manière pour lui de tenter de légitimer l'invasion? Oui, ça fait partie de la politique intérieure, russe. Mais vous avez tout à fait raison de dire la prochaine bataille. Évidemment, ils se battent sur le terrain, c'est affreux. Mais à l'évidence, les Russes découvrent qu'ils ne peuvent pas gagner sur le champ de bataille, et ils vont engager la vraie bataille au cours de l'hiver. C'est la bataille politique, et c'est la bataille sur le champ de bataille européen. Et fermer le robinet du gaz, c'est déclencher cette bataille. C'est une manière pour Vladimir Poutine de répondre aux sanctions. Je voudrais en venir à cette question des sanctions. Précisément, quand on est diplomate, c'est l'une des armes. La question des sanctions. Aujourd'hui, il y a ce doute sur l'efficacité des sanctions, parce que le gaz, certes, il y a eu des sanctions économiques, mais il ne s'est jamais vendu aussi cher, et donc paradoxalement, ça a fait rentrer beaucoup de cash dans les caisses du Kremlin. Est-ce que, avec le recul, vous diriez que les sanctions ont été efficaces ou inefficaces? Alors d'abord, le prix du gaz ne dépend pas des sanctions, puisque le gaz n'est pas sanctionné. En réalité, si le prix du gaz a augmenté, c'est à cause de la guerre, tout simplement, les spéculateurs, le jeu des marchés. Donc, le prix du gaz, ce n'est pas le résultat des sanctions. Alors, efficace, ça veut dire, ça dépend aussi quelle efficacité vous cherchiez en prenant des sanctions. Une efficacité pour faire changer la politique russe? Évidemment pas. Non, ça ne va pas faire changer la politique russe. Et d'ailleurs, nous le savions, puisque les Russes ont des réserves financières très importantes. Efficacité peser sur la Russie, sur les décisions de la Russie, dans la mesure où les sanctions vont avoir un effet sur l'économie, sur le moyen terme de l'économie russe? Oui, peut-être. Et il y avait aussi le fait, tout simplement, que face à l'agression russe, il fallait réagir, et il fallait que l'Union européenne, les pays européens, manifestent leur solidarité avec les Ukrainiens. Efficace, ce n'est pas un instrument central qui va avoir une influence sur l'issue de la guerre. Aurions-nous pu faire autrement? Aurions-nous dû faire autrement? C'est-à-dire qu'il y avait quand même ce paradoxe qui est, d'un côté, on met le drapeau ukrainien derrière le président quand il s'adresse au peuple français pour montrer la solidarité, une solidarité qui a été manifestée clairement en France, mais partout en Europe. Et pour autant, des sanctions, mais on les a laissés mourir pour nous? Non, parce que c'est eux qui ont voulu se battre. Hein. C'est la grande surprise, d'ailleurs, de ce conflit, parce que tout le monde s'attendait à une victoire russe en quelques jours ou en quelques semaines au pire. Ce qu'on a découvert, c'est la résistance du peuple ukrainien. C'est également, d'ailleurs, la révélation de la personnalité du président Zelensky. Et donc, les Européens ont répondu à la demande des Ukrainiens. Mais aurions-nous dû taper les Russes? Je vais vous poser la question de manière très franche. Non, on n'aurait pas dû faire la guerre avec la Russie. Ce n'est pas notre guerre. C'est ça qui est paradoxal dans le nouveau monde dans lequel on vit. Naturellement, le problème des relations internationales, et le problème que les diplomates ne sont pas compris par l'homme de la rue, si j'ose dire, c'est que l'homme de la rue, le citoyen, veut que le mal soit puni et le bien récompensé. Donc Poutine a attaqué, il faudrait naturellement réagir. Mais dans la vie réelle, vous allez voir le juge, le gendarme, en disant il a fait du mal, il faut qu'il soit puni. Dans le monde réel et dans le monde diplomatique, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de gendarme. Et donc si vous n'aimez pas ce que Poutine fait ou ce que Xi Jinping fait avec les Ouïghours, eh bien, la seule réaction que vous avez, c'était de leur faire la guerre.
Voilà. Et donc, vous devez faire face à cette question. Allons-nous faire la guerre? Eh bien, nous, tous les pays européens et les États-Unis ont décidé, nous ne ferons pas la guerre, c'est-à-dire nous n'enverrons pas nos petits gars mourir pour l'Ukraine. Nous sommes désolés pour les Ukrainiens qui sont les victimes d'une agression, mais ce ne sont pas nos intérêts vitaux. Mais néanmoins, nous allons aider l'Ukraine parce que notre intérêt est que l'Ukraine ne tombe pas. Et j'en viens justement à la guerre économique. Vladimir Poutine assume de faire une guerre économique à l'Europe avec comme arme la question du gaz. Il en vient aussi à la question des céréales. Il a accusé l'Europe hier, en réalité, de capter l'essentiel des céréales ukrainiennes. Je cite Vladimir Poutine, « Presque toutes les céréales exportées d'Ukraine sont envoyées non pas aux pays en développement et aux pays les plus pauvres, mais aux pays de l'Union européenne, ce qui pose un risque de catastrophe humanitaire. » Il nous accuse, nous, d'affamer l'Afrique, en gros. Oui, ben ça fait partie de la propagande, et notamment la propagande russe. Vous avez vu sans doute tous les émissions de la télévision russe. On est tout simplement dans une autre dimension, une quatrième dimension, c'est la guerre. Et je dirais, c'est pas intéressant, le mot n'est pas juste, mais de voir à quel point réapparaissent toutes les caractéristiques d'une guerre, c'est-à-dire la propagande, la déshumanisation de l'adversaire, l'exaltation, l'irréalisme. Voilà, les Russes jouent le jeu, mais je pense que des deux côtés, on joue ce jeu. Mais qui gagne en ce moment le bras de fer ? Alors ça, c'est une c'est une question centrale pour notre avenir, c'est de se rendre compte que l'Occident est un peu isolé. Enfin, l'Occident est un peu isolé. C'est-à-dire, et qu'est-ce que cela veut dire? C'est très révélateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais c'est simple, c'est que évidemment les pays le reste du monde ne soutient pas Poutine. Évidemment que les Indiens, les Sud-Africains savent que Poutine est un agresseur. Mais en même temps, ils se disent, et c'est ça le nouveau monde dans lequel nous vivons, c'est pas notre intérêt. L'Ukraine, désolé pour l'Ukraine, mais c'est pas notre sujet. Et deuxième point, après tout, si on peut avoir du pétrole russe moins cher, pourquoi ne pas l'avoir? Là, pour le coup, c'est notre intérêt. Voilà. Là, c'est notre intérêt. Et donc, c'est ce nouveau monde que j'essaye de décrire dans mon livre, c'est ce nouveau monde fondé sur l'intérêt. Précisément, vous rentrez sur les questions de rapport de force, et c'est pour ça que j'utilisais le mot. Il y a la question de la Chine en même temps. Est-ce qu'il faut imaginer que Taïwan sera le prochain conflit, par exemple ? Moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne pense pas. Parce que, en réalité, il y a depuis 60 ans un modus vivendi entre la Chine et Taïwan. Une guerre, cela signifierait l'effondrement de l'économie mondiale. Cela voudrait dire l'effondrement de l'économie de la Chine. Souvent, en Europe, on décrit la Chine comme étant une sorte de monstre qui ne se trompe jamais, qui avance et qui n'a pas de faiblesse. Non, la Chine est très vulnérable. Elle a une démographie absolument désastreuse. Un endettement des sociétés d'État, 200 ou 300 millions de Chinois qui vivent dans une pauvreté abjecte, et elle a en face d'elle, n'oublions pas, les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde, qui sont quand même des grandes puissances militaires. Donc je ne pense pas que la Chine se lance dans cette aventure, mais il peut y avoir un accident. Vous dites quand même dans votre livre que les États-Unis pourraient entraîner quand même l'OTAN à un moment ou à un autre dans une guerre. Ah non, mais les États-Unis voudraient... Est-ce qu'ils jouent un jeu très dangereux? Les États-Unis voudraient naturellement que l'OTAN intervienne, si j'ose dire, soit partie de leur confrontation avec la Chine. Il y a à Bruxelles, au siège de l'OTAN, toute une réflexion sur la Chine. Et mon inquiétude, c'est qu'évidemment, nos amis polonais et baltes, par reconnaissance du soutien américain à l'Ukraine, ne viennent à l'OTAN nous dire « maintenant, nous devons également être solidaires des États-Unis face à la Chine ». Et personnellement, je pense que ce n'est pas le jeu des Européens. Nous ne devons pas mettre le pied là-dedans. Je ne pense que nous ne devons pas mettre les pieds là-dedans. Alors attention, nous sommes évidemment plus proches des États-Unis que de la Chine, c'est une évidence. Mais vous savez, l'Asie, c'est pas l'Europe de la guerre froide. C'est-à-dire, il n'y a pas un rideau de bambou. Vous avez tous les pays asiatiques, on a tendance à oublier, qui ne veulent surtout pas être appelés à choisir entre la Chine et les États-Unis. L'Indonésie ou la Thaïlande, leur commerce avec la Chine est beaucoup
plus important qu'avec les États-Unis. Alors certes, ces pays sont inquiets de l'émergence de la Chine. Se retrouver avec deux camps opposés et devoir choisir leur camp. Ils ne veulent pas choisir leur camp. Et donc, nous, les Européens, justement, je pense que nous pouvons avoir un rôle dans cette immense Asie qu'on a tendance trop à réduire à la Chine. Pendant ce temps-là, le nucléaire iranien, les stocks d'uranium enrichi dépassent de 19 fois la limite autorisée. Ça, c'est ce qu'a dit l'Agence sur l'énergie atomique hier, qui précise qu'ils ne sont pas en mesure, nous ne sommes pas en position de garantir que le programme nucléaire est exclusivement pacifique. On attend quoi ? Eh bien, on attend. Vous savez, on était arrivé à un accord entre les trois Européens, France, Allemagne, Grande-Bretagne et les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Iran, qui mettait le programme iranien sous contrôle. Trump a décidé de dénoncer l'accord. Ben, évidemment, il a dénoncé l'accord, c'est-à-dire il a imposé des sanctions sur l'Iran, l'économie iranienne, mais des sanctions absolument dévastatrices. Eh bien, comme on pouvait l'attendre, du coup, les Iraniens ne respectent plus cet accord. Et donc, depuis l'élection de Biden en 2021, les États-Unis ont essayé de revenir dans l'accord, de négocier avec les Iraniens. Mais du point de vue iranien, il faut comprendre aussi que les Iraniens se disent, mais attendez, on va signer un accord en 2022 avec l'administration Biden, et les Républicains nous annoncent déjà que s'ils gagnent les élections de 2024, c'est qu'en 2 ans, eh bien, ils réimposeront les sanctions sur l'économie iranienne. Donc, c'est à la fois humiliant et inutile. Donc, autant... Il y a un vrai danger. Oui, je pense qu'il y a un vrai danger. Le vrai danger, d'ailleurs, est pas trop, enfin, dans un premier temps, c'est pas l'arme nucléaire iranienne, parce que les Iraniens en sont encore assez loin, mais c'est le fait que des pays comme les États-Unis ou Israël n'acceptent pas la perspective d'un Iran nucléaire. Les Iraniens, que voulez-vous, on déclare depuis 2005 qu'Israël doit débarrasser... Mais je comprends pas très bien ce que vous dites. Vous dites que le problème, c'est pas les Iraniens, c'est les Américains et les Israéliens ? C'est-à-dire que évidemment que c'est le problème, c'est les Iraniens qui continuent d'avancer, mais d'un certain point de vue, on peut aussi dire que s'ils avancent, c'est parce que c'est la faute des Américains. Alors bon, la relation internationale, voilà. Dans la montée les de relations la tension entre eux. Oui, les relations internationales, c'est pas de dire qui est responsable, puisque tout le monde pense que c'est l'autre. Disons que le risque que nous avons maintenant dans les mois qui viennent, c'est que les États-Unis ou Israël disent « je ne peux pas accepter la perspective d'un Iran nucléaire ». L'Iran déclare depuis 2005 que Israël doit disparaître de la surface de la Terre, et donc je tape et avec des conséquences inouïes. Et dans une période où, vous le disiez en début d'interview, le gendarme américain est fatigué, il a le visage de Joe Biden aujourd'hui. Vous avez passé 12 ans aux États-Unis comme ambassadeur à Washington, auprès de l'ONU à New York. Vous avez vécu l'élection de Trump. Vous aviez dit, après le Brexit et cette élection, tout est désormais possible. Un monde s'effondre devant nos yeux. Un vertige. S'est-il effondré, le monde ? Oui, je pense que, effondrer, peut-être que c'était une phrase peu diplomatique, mais en réalité, pour moi, c'était la nuit de l'élection de Donald Trump. Il y avait eu 6 mois avant, à la surprise générale, n'oublions pas le vote du Brexit, l'élection de Donald Trump, c'était découvrir cette vague populiste qui submergeait toutes les démocraties occidentales, et c'était donc la fin d'un certain monde, avec l'affirmation on l'a vu aux États-Unis, du nationalisme, du protectionnisme, de l'autoritarisme, et ça d'ailleurs est également de l'isolationnisme, parce qu'en réalité entre Trump et Biden, il y a aussi des continuités. Par exemple, l'isolationnisme, c'est-à-dire d'une certaine manière, les États-Unis sont partis de Kaboul, et ils voulaient partir d'Europe jusqu'à ce que Poutine les rattrape par les Basques. Mais Gérard Haraud, est-ce que ce que vous avez vu de Trump, notamment aussi les fake news, vous avez beaucoup commenté le jeu ou la folie d'un Trump avec la vérité. Quand vous entendez une Ségolène Royal il y a quelques jours qui remet en cause les images qu'on a reçues de la maternité, par exemple, de Mariupol en Ukraine, est-ce que vous vous dites, au fond, il n'y a plus de limite? Aujourd'hui, les politiques eux-mêmes jouent ce jeu-là? Oui, je pense on découvre que finalement la vérité n'est pas si importante que ça, y compris pour les citoyens. Trump et Boris Johnson. Boris Johnson a gagné les élections avec 80 sièges d'avance, alors que c'est quand même un menteur invétéré.
pour citer ma collègue Sylvie Berman, qui était ambassadeur à Londres. Et on voit bien aussi chez nous que les faits n'ont plus d'importance. Il y a une surabondance d'informations, il faut faire le buzz. Et de nouveau, ce qui est vraiment préoccupant pour nos démocraties, c'est qu'on a l'impression que les citoyens s'en accommodent fort bien. Gérard Haraud, merci d'être venu partager votre regard sur le monde, un monde très inquiétant, vous le montrez, vous êtes ancien ambassadeur de France et on puise avec vous dans les histoires diplomatiques du passé pour mieux comprendre ce monde qui change. Histoire diplomatique, vous publiez ce livre chez Grasset, Leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui. Merci à vous. Il est 8h52 sur RMC et BFM TV.